Bonjour chers amis, chers frères, chères sœurs, merci d'être au rendez-vous. Nous allons voir aujourd'hui la troisième série de notre vidéo, le développement du potentiel intérieur. Avant de commencer, je vais vous inviter à regarder cette image. L'image présente les deux composantes majeures de l'être humain. Quelles sont-elles? Le corps physique et le corps de connaissance ou corps mental. Le corps physique, comme nous le savons, une tête, un tronc, des membres. Le corps mental, le conscient, le subconscient, l'inconscient. Le corps mental est un corps de connaissance. Et c'est véritablement ce corps qui doit être développé tout le long de notre vie au cours d'un processus évolutif. Et c'est le développement de ce corps qui constitue le développement du potentiel intérieur. Je remercie certains amis et frères qui m'ont demandé de partager de façon plus pratique avec vous mon expérience du développement du potentiel intérieur. Je vais partager cette expérience à travers 4 étapes. La première étape, enfant, j'étais soumis à des connaissances limitées, des croyances empiriques, et bien évidemment, je croyais un peu à tout ce que on me racontait. Je croyais au Père Noël, je croyais que si tu rencontres un chat noir dans la journée, cela augure d'une mauvaise journée. Je croyais que si le matin tu sors et que tu rencontres un homme barbu, ta journée est gâchée. Et bien évidemment, je croyais aux horoscopes. C'est véritablement au cours de la deuxième étape que j'ai pris connaissance de ce que c'est le développement du potentiel intérieur. Quelle est cette étape? Adolescent, j'ai eu l'opportunité d'aller continuer les études en Europe. Et je ne vous cache rien en disant qu'en arrivé en Europe, j'ai connu tous les actes racistes qu'un noir peut connaître. Contrôle policier à tout moment, difficulté à trouver un petit emploi pour survivre, insultes racistes, etc. Et bien évidemment, ce genre d'événements me déstabilisait profondément. Par chance, mon père, un adepte de la pensée positive, commandait des ouvrages sur le thème. Des ouvrages des auteurs comme Napoléon Hill, Emmett Fox, entre autres. J'ai pris l'habitude de lire ces ouvrages avant de les lui envoyer. Et je dois avouer que j'ai découvert dans ces ouvrages les solutions à mes problèmes. Que disaient en substance ces auteurs? Ces auteurs signalaient que l'homme a 2 vies distinctes. Une vie extérieure, physique, et une vie intérieure, mentale. La vraie vie de l'homme est la vie intérieure. Et la vie intérieure, fondamentalement, c'est la vie de nos pensées et de nos sentiments. Les pensées et les sentiments doivent être forgés. Quand quelqu'un vous adresse une parole, vous recevez ça dans votre mental et vous l'interprétez. Si la personne vous dit que vous êtes un imbécile, c'est à vous de croire que vous êtes imbécile pour que ce soit réel pour vous. Si la personne vous dit que vous êtes pauvre, c'est à vous de le croire pour que cela devienne une réalité pour vous. Vous avez la possibilité de refuser de croire aux pensées négatives que l'on exprime sur vous. J'ai étudié cette science, je dirais, pendant des années. J'ai fait l'effort, comme recommandaient les auteurs, de transformer les pensées négatives, pensées de haine, de jalousie, de méchanceté, en des pensées positives, pensées de respect, pensées d'estime de soi, pensées de loyauté, d'esprit d'équipe.
force de cultiver ces valeurs, et également à force de faire des recherches sur les lois et principes qui régissent la vie équilibrée, la vie sereine, la vie paisible, petit à petit, j'ai commencé à ne plus croire aux insultes qui étaient proférées contre moi. Et j'ai appris également à travers ça à prendre avec humour ces insultes, voire à me mettre à les ridiculiser, tout simplement. Parce que, en réalité, l'homme n'est pas ce qu'on voit. Il est intérieur. Et dès lors que vous faites l'effort d'incarner des comportements d'hommes riches, d'hommes confiants, d'hommes qui a de la foi en ce qu'il fait, une foi qui surmonte les montagnes. Attention, je ne parle pas de montagnes physiques, qui surmonte les montagnes de problèmes. Dès que vous développez cette foi, petit à petit, les épreuves que vous rencontrez dans la vie deviennent des opportunités pour développer des connaissances et des croyances plus élevées en vous. J'ai pratiqué la pensée positive pendant un certain nombre d'années et avec beaucoup d'humilité, je dois dire que comme la petite fourmi qui se mit à croire qu'elle pourra résoudre des équations d'algèbre, j'ai acquis la faiblesse de penser qu'aucun problème n'est insurmontable. Il suffit d'y croire. Mais pas seulement d'y croire, d'y travailler. Dès lors, j'ai senti que les relations que j'ai commencé à entretenir avec les gens autour de moi étaient des relations plus équilibrées. Et même ceux qui me traitaient ou m'insultaient commençaient à dire « mais tu n'es pas comme les autres, tu es différent ». Et bien évidemment, j'ai commencé à avoir beaucoup plus d'opportunités pour trouver du travail par-ci. Et j'invitais d'ailleurs des amis à ces endroits parce que les opportunités, j'en avais beaucoup et je ne pouvais pas toutes les assumer. Alors, c'est pour dire qu'en fin de compte, la grande conclusion que j'ai tirée dans la pensée positive, c'est qu'elle constitue les fondations qui forgent le mental humain. Et plus ces fondations sont puissantes, fortes, plus vous avez les chances de vous élever. La troisième étape du développement du potentiel intérieur, c'est l'acquisition de connaissances, de compétences et d'expertise. J'ai eu la chance d'étudier 3 matières, et bien d'autres, mais retenons ces 3 matières. L'organisation, le management de projet et l'informatique. Aujourd'hui, en matière d'organisation, tout est vu comme un système. Et un système a 2 environnements distincts. L'environnement extérieur que l'on voit et l'environnement intérieur. Et bien évidemment, un système, c'est un ensemble de composantes. Aujourd'hui, nous savons qu'un système, plus les composantes internes du système ont des relations solides, ont des relations stables, ont des relations qui reposent sur des lois justes, plus le système est censé être performant. Et bien évidemment, le professeur Jean Gerlier disait, prononçait cette pensée, hors de l'organisation, point de réussite. Donc, il faut veiller dans tout système ou dans toute organisation que les relations soient stables. Et bien évidemment, quand je vois ça, je dois avouer que dans certaines entreprises ou dans certaines sociétés africaines, les relations que les hommes entretiennent ou que les individus entretiennent font penser que ces sociétés peuvent difficilement s'en sortir. Parce que une organisation, c'est des lois justes, c'est des lois généreuses, c'est des lois performantes, c'est des lois vraies. Quand les lois sont biaisées, quand les lois sont laxistes, sont complaisantes, avec beaucoup de respect,
je pense que ce système est voué à l'échec. La deuxième matière, qui est le management de projet. Dès lors que vous acquérez des expertises profondes en matière de management de projet, vous vous rendez compte qu'il y a une ressource importante qui intervient dans la vie de l'homme, qui est le temps. L'homme est citoyen du temps. Chacun de nous peut voir sa vie depuis son origine, voir se projeter dans le futur et voir la fin de sa vie. Et bien évidemment, en matière de gestion de projet, nous pouvons imaginer ce que nous voulons de notre vie, imaginer qui nous voulons être et travailler sur nos pensées et nos sentiments pour créer cet individu, pour créer ce que nous voulons, qu'il s'agisse de richesse, qu'il s'agisse de santé, qu'il s'agisse de relations harmonieuses dans nos familles, dans nos sociétés. Aujourd'hui, les pensées et les sentiments sont capables de nous amener à ça. Et bien évidemment, les sentiments qui le permettent, quels sont-ils? Un sentiment de responsabilité, un sentiment de professionnalisme, un sentiment de justice. Dès lors que vous développez ces sentiments et que vous développez les compétences qu'il faut, tout devient possible. Et derrière les compétences, les expertises et les sentiments ou convictions, il y a une dernière étape du développement du potentiel intérieur. Cette étape, c'est l'éveil de la pensée intuitive. Vous avez de forts sentiments, de profondes connaissances. À un moment donné, vous commencez à avoir des intuitions, à avoir des connaissances. Vous voyez quelque chose, vous savez plus ou moins son origine et vous pouvez imaginer sa fin. Et bien évidemment, vous commencez à voir l'univers tout entier comme un système d'information, des données, des règles que vous pouvez observer, analyser, décrypter, dégager des lois et éventuellement mettre en œuvre ces lois. C'est toute la puissance des systèmes d'information. Et aujourd'hui, nous comprenons également que tout problème a sa solution, parce que l'univers tout entier est régi par des lois. Et ces lois-là, nous sommes capables de les apprendre et de les connaître. Bien évidemment, le créateur ou la main invisible a le monopole de ces lois. Les individus que nous sommes capables d'en extraire un certain nombre, mais on arrive à les extraire de façon plus simple quand nous sommes en groupe et que nous partageons nos idées, nos connaissances. Comme on le dit, une idée plus une idée n'est plus égale à 2. Elle est égale à 10, 20, 100, 1000. Ce n'est que dans la coopération, dans le travail ensemble, sur des lois justes, qu'on peut observer des progrès. Pour résumer, je dirais que, en réalité, le système éducatif africain aujourd'hui doit être, dans une certaine mesure, réactualisé. Réactualisé par rapport aux défis du moment. Le monde entier va vers l'éveil de la conscience. Le système éducatif africain doit faire l'effort de conduire les individus du XXIe siècle vers cet éveil. Comment y arriver? Par la maîtrise des pensées et des sentiments. Je voudrais tout simplement, pour terminer, citer Nelson Mandela qui dit « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. » Mais pour changer ce monde, je voudrais rajouter que nous devons commencer à nous changer de l'intérieur. Changer nos pensées et nos sentiments, et nos comportements vont suivre. Changer nos pensées et nos sentiments, et nous serons capables de créer les technologies les plus avancées, de créer les sociétés les plus performantes, de produire les biens et services, les richesses, la prospérité nécessaire au monde tout entier. La semaine prochaine, je reviendrai vers vous pour vous parler de la grande loi de cause et effet. Je vous remercie.